Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de cette leçon numéro 2 consacrée aux réactions immunitaires. Donc un petit rappel, la séance précédente, on a abordé le grand 1 et le grand 2 de cette leçon. Donc au cours du grand 1, on a évoqué ce qu'on appelle la phase de reconnaissance, c'est-à-dire comment un certain nombre de cellules du corps qu'on appelle les leucocytes, donc les globules blancs, vont intervenir pour nous protéger et nous défendre contre des attaques de micro-organismes. On a vu qu'il y avait une première ligne de défense qui consiste en un phénomène qu'on appelle la phagocytose, c'est-à-dire des cellules phagocytaires qui vont aller phagocyter, c'est-à-dire manger, donc là l'antigène et le digérer. Deuxième ligne de défense qui elle est plus spécifique, fait intervenir une deuxième population de leucocytes qu'on appelle les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B, alors eux, ils se chargent de neutraliser le parasite tant qu'il est en position extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules du corps. Donc les bactéries, bien sûr, essentiellement, et puis le virus, les virus quand ils sont encore dans le sang ou dans les liquides autour des cellules. À ce moment-là, les lymphocytes B, après multiplication, vont libérer des anticorps. Ces anticorps circulent dans le sang pour retrouver ici le micro-organisme et le neutraliser. Ensuite, pour ce qui est des parasites qui sont en position intracellulaire, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur des cellules, essentiellement les virus, c'est le rôle des lymphocytes T d'aller donc détruire les cellules parasitées et du coup les virus qui sont à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Dernière chose à voir, donc, c'est maintenant le grand 3 avec l'intérêt de la vaccination. Pour parler vaccination, on est obligé de parler d'histoire. L'histoire de la vaccination, vous êtes en troisième, est basée essentiellement sur deux grands personnages. Édouard Jenner, un Anglais, qui a fait une découverte qu'on va étudier maintenant au XVIIIe siècle, et puis le fameux Louis Pasteur, le français, qui lui va développer le principe de la vaccination découvert par Jenner et pour le mettre en application dès le XIXe siècle. Donc pour cela, on va commencer par étudier Louis Pasteur. Donc Louis Pasteur, pour que vous compreniez, je vais vous présenter un extrait donc d'un film qui retrace sa vie, que je vous recommande et je vous ai mis le lien. Donc c'est Louis Pasteur, portrait d'un visionnaire. Et donc je vais vous montrer quelques extraits intéressants et puis je vais vous les commenter. Donc là, cette scène se déroule donc à Paris. Et là, Louis Pasteur est ici, avec un docteur qui travaille avec lui, son épouse, ici. Et donc cette maman qui est là avec son fils, bien ce fils est un héros puisque c'est le fameux Joseph Mester, le petit garçon qui avait été mordu par un chien enragé et que c'est Pasteur qui va donc exercer le premier vaccin de l'histoire de l'humanité sur ce garçon et il va réussir à le sauver. Donc nous on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse seringue, puisqu'on s'est tous fait vacciner, donc c'est une question que si on était en présentiel je vous aurais posée. Qu'est-ce qu'on nous injecte quand on se fait vacciner? Beaucoup d'élèves, quand je le demandais les années précédentes, me disaient, ben monsieur, on se fait injecter le médicament contre telle ou telle maladie. Sauf que moi, je peux vous dire que comment ça se fait qu'on vous injecte un médicament contre, par exemple, la tuberculose alors que vous ne l'avez pas? Pourquoi on vous injecte un médicament contre le tétanos, la diphtérie, les oreillons, la rougeole alors que vous ne l'avez pas? Donc c'est pour ça qu'on va essayer de répondre à cette question. Je vous passe l'extrait. Pendant une bonne dizaine de jours. Pasteur ne savait pas pourquoi son vaccin fonctionnait. Les principes du système immunitaire n'avaient pas encore été découverts. Et ce qu'il imaginait, c'était que le produit qu'il injectait devait prendre le virus de vitesse et l'arrêter avant qu'il n'atteigne le cerveau. « 60 heures après la morsure par le chien, la course-poursuite venait de commencer.
Monsieur Pasteur, c'est quoi ce produit? Ce qu'on a injecté, c'est compliqué à expliquer, mais faites-moi confiance. Comment dire à une mère que ce que l'on vient d'injecter dans le corps de son enfant, c'est le virus de la rage? Utiliser le virus pour combattre le virus. Cette découverte révolutionnaire, le principe même de la vaccination, Louis Pasteur la doit en partie au hasard. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant quand même de se dire que on soigne la rage en injectant le virus de la rage dans la seringue. Alors donc maintenant on va faire un bond dans le passé et vous allez voir comment Pasteur a eu l'idée de vacciner cet enfant. À cette époque, il étudiait avec son équipe le choléra des poules, un tueur fulgurant. Ils étaient parvenus à isoler et cultiver le microbe, mais pas encore à le vaincre. Bien, allons-y, Loire. Et c'est alors que le hasard frappa à la porte du laboratoire. Bon repos, monsieur Pasteur. Alors, je vous explique. À l'intérieur donc de cette fiole, vous voyez ce liquide qui est là. Bien, c'est un liquide qui contient donc des micro-organismes. En l'occurrence ici, travaillait à l'époque sur le choléra des poules. Et cette maladie qui existe aussi chez les humains faisait un ravage, c'était une épidémie chez les poules puisque ça les tuait. Et donc il avait comme mission d'essayer de trouver un remède. Du coup, il cultive, c'est le terme qu'on utilise, il cultive ici des bactéries du choléra. Et ensuite, son objectif c'est de les injecter sur des poules et voir comment elles vont réagir. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Au revoir, docteur. Au revoir, Adrien. Alors, en fait, Louis Pasteur et ses collègues vont partir en congé pendant à peu près 2 semaines. Vous voyez ici, le Dr Roux avait mis du coton, il a mal fermé la fiole. Et là, elle est ouverte, au contact de l'air. Ce qui va se passer, c'est ce qu'on voit dans l'animation, là, c'est que l'air va entrer et être en contact des bactéries, de la culture, et il se trouve que ce contact avec l'air va les tuer. Et ça, Pasteur et le Dr Roux ne le savent pas. Donc regardez ce qui va se passer par la suite. Que se passe-t-il, Roux? Vous m'avez l'air d'un sérieux coq en pâte. Je comprends pas, elle est vivante. Votre don d'observation m'étonnera toujours. Mais je l'ai inoculée. Elle devrait être morte. Vous avez utilisé la bonne souche? Je crois. J'ai dû l'oublier quand on est parti en congé. Je vais l'acheter. Non, attendez. Injectez à votre poule une souche très virulente. Pourquoi? Pour vérifier que vous n'êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde. Donc, vous voyez un peu l'idée de Pasteur. C'est que, donc on a injecté, Dr Roux ici a injecté la première fois à cette poule, en fait, le contenu de la fiole qui était restée pendant 15 jours au contact de l'air, et dans laquelle les bactéries sont mortes. On parle de bactéries atténuées. Et puis, vous avez vu, la poule a survécu. Maintenant, il procède à une deuxième injection. Par contre, là, ce que contient cette seringue, c'est la bactérie virulente, c'est-à-dire pathogène, extrêmement dangereuse, et qui devrait en théorie tuer la poule. Eh bien, on va voir. Le produit n'était pas altéré cette fois. J'en suis sûr. Elle devrait être morte. Je comprends pas. Je sais. Alors là, il vient de découvrir le principe de la vaccination. Donc, je vous l'explique dans un schéma qui résume ce phénomène historique. Alors, le voici. Voilà donc ce qui s'est passé.
Alors, ce que le docteur Roux a fait. Donc, il avait une culture fraîche de bactéries qu'il a laissée en fait au contact de l'air pendant les 2 semaines de congé. La culture, comme vous le voyez, a changé de couleur parce que les bactéries sont mortes. Il rentre de congé, il injecte cette culture de bactéries atténuées à la poule B, et il se rend compte qu'elle survit. Il en est même étonné. À ce moment-là, Louis Pasteur lui dit de prendre une culture fraîche de bactéries virulentes, donc extrêmement dangereuse. La preuve, regardez ici, là-haut, avec la poule A, c'est ce qu'on appelle une expérience témoin. Lorsqu'on prend cette culture fraîche de bactéries qu'on injecte à une poule A, elle meurt de choléra. Donc c'est bien la preuve que ces bactéries sont virulentes, sont pathogènes. Donc il prend bien cette culture fraîche de bactéries, il l'injecte à la poule B, celle qui a survécu à l'injection de la vieille culture. Et là, regardez bizarrement, elle survit. À travers en fait cette expérience hasardeuse, Pasteur vient de découvrir le fameux principe de la vaccination, qui consiste à mettre en contact un être vivant avec une souche de micro-organisme, mais qu'on dit atténuée, donc non pathogène, qui n'est pas mortelle. Dès qu'un animal ou un humain donc a été en contact avec une souche non pathogène, ben, il va pas en mourir, c'est normal. Mais l'avantage, c'est qu'il va développer ce qu'on appelle donc une mémoire immunitaire. Et que cette mémoire immunitaire, eh bien, va lui permettre, lors du second contact avec la souche pathogène et virulente, eh bien, de survivre. Alors, historiquement parlant, cette découverte, c'est vrai qu'on la rapporte à Louis Pasteur, mais il se trouve que 100 ans plus tôt, quasiment, le docteur Édouard Jenner, par son intuition, avait découvert quelque chose de très similaire. Nous allons le découvrir. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux. Pardon. Jenner, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, au XVIIIe siècle, une terrible épidémie de variole avait frappé l'Angleterre. Édouard Jenner, un médecin de campagne, a remarqué sur les mains des treilleuses et sur le pis des vaches d'étranges pustules qui ressemblent à celles de la variole, mais qui ne tuent pas. Mieux, dans les campagnes, on raconte que ceux qui ont contracté cette variole des vaches n'attrapent jamais la variole des hommes. Jenner a l'idée d'inoculer ces pustules inoffensives à un enfant. Et ça a marché. L'enfant était immunisé. Jenner avait compris qu'on pouvait se protéger de la variole des hommes par une maladie qui lui ressemble et qui est moins puissante. La variole des vaches. Variolae vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. C'est exactement la même chose ici. Votre flacon a attendu si longtemps que les micro-organismes qu'il contient se sont épuisés, atténués. Trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l'immuniser. Atténués au contact de l'air. C'est beau, non? Atténuer les virus est la base de tous les procédés que Pasteur a mis au point sur d'autres maladies dans les années qui ont suivi. Et en l'honneur de Jenner et de sa vaccine, il baptisa cette découverte le vaccin. Donc, vous venez de comprendre l'énorme travail qui a été fait par Jenner et ce que Jenner donc a découvert. C'est un peu le principe donc de la vaccination actuelle. Cette idée que si à son époque, il y avait une épidémie, une pandémie, même la variole, qui a fait énormément de morts dans le monde, eh bien, il a découvert qu'il y avait une maladie similaire à la variole qui existait chez les vaches. Ça s'appelait la vaccine et qui faisait des boutons, des pustules. Alors il a fait quoi? Il a constaté une chose en tant que médecin de campagne. Il voyait énormément de fermiers et de fermières qui venaient le consulter pour des problèmes donc de pustules, de boutons pleins de pus dans les mains, ce qui était une maladie bénigne, qui n'est pas dangereuse. Alors il a constaté une chose, c'est que tous les fermiers et les fermières qui contractaient la vaccine étaient immunisés contre la variole. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette maladie mortelle. Il a fait une relation cause-conséquence, une relation de cause à effet. Il s'est dit, si un humain contracte cette maladie, la vaccine, eh bien, il est protégé contre la variole. Donc, du coup, il s'est mis à faire quoi? C'est ce qu'on voit sur ce premier enfant. Il lui a injecté donc la vaccine, la maladie même
qu'il a retiré des cellules qui étaient dans les pustules, les boutons des mains des fermiers et fermières. Et les gens se retrouvaient donc avec des boutons de vaccine sur le corps, totalement bénins, aucun danger, mais au final, ils ne contractaient jamais la variole. Alors, ça a tellement marché que dans toute l'Angleterre, il a une telle réputation que même la reine Victoria de l'époque a demandé à Édouard Jenner de venir la vacciner. Il est devenu héros national en Angleterre. Alors, la différence avec les travaux de Pasteur, c'est que Pasteur, lui, en fait, va inoculer, donc injecter le virus ou la bactérie atténuée, alors qu'Édouard Jenner, lui, inoculait le virus sous sa forme pathogène. Bon, heureusement que la vaccine n'était pas mortelle. Maintenant qu'on a fini cette partie histoire, on va revenir à notre époque et vous expliquer un petit peu ce qu'on a découvert. Donc en fait, ce qu'on a découvert, c'est que, si je vous montre au travers d'un certain nombre d'expériences, celle-ci, c'est que lorsque vous prenez, voilà, je vais prendre ici donc plusieurs tubes. Là, c'est ce qu'on appelle une anatoxine, c'est-à-dire la toxine atténuée, c'est-à-dire qui n'est plus dangereuse. Vous vous souvenez, la toxine, c'est le poison produit par les bactéries. Donc, on a l'anatoxine produite par le bacille diphtérique. On a l'anatoxine tétanique produite par le bacille tétanique, à l'origine du tétanos et elle à l'origine de la diphtérie. Donc, on va procéder à un certain nombre d'expériences. D'abord, on va vérifier la virulence de ces bacilles. Est-ce qu'ils sont bien mortels? Du coup, je vais choisir d'abord le bacille diphtérique. Donc, on va prendre une souris. Ne vous inquiétez pas, c'est virtuel. Hein. On va lui injecter à cette pauvre souris la bactérie responsable de la diphtérie. Et vérifier que c'est bien pathogène. Les jours défilent. Et au 4e jour, c'est la mort de cette souris. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'expérience témoin, rappelez-vous, qui prouve bien que le bacille diphtérique est pathogène. Maintenant, regardez, sur la base des découvertes de Pasteur. Je vais faire quoi? Je vais donc utiliser 2 seringues, donc procéder à 2 injections. Une première injection qui va contenir donc l'anatoxine diphtérique. Rappelez-vous la forme atténuée. Donc je prends l'anatoxine diphtérique, et à côté, pour la deuxième injection, le bacille diphtérique qu'on vient de voir pathogène et mortel. Donc, dans l'ordre, bien sûr, on va d'abord lui injecter le vaccin, donc l'anatoxine diphtérique, puis seulement la forme pathogène et virulente. Donc, vous voyez, premier, c'est le vaccin, l'anatoxine. Et là, au bout du 6e jour, on lui injecte le bacille diphtérique qui est censé être mortel. Rappelez-vous l'expérience témoin précédente. Et là, qu'est-ce qu'on constate? La survie de la souris. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? La différence entre l'expérience témoin précédente et celle-ci, c'est que là, on a un paramètre variable nouveau, c'est l'injection d'anatoxine diphtérique. Et on voit tout de suite une différence de résultat. Précédemment, c'était la mort et là, c'est la survie. Ça veut donc dire que cette variable est responsable de la différence de résultat. C'est-à-dire, c'est l'injection préalable d'anatoxine diphtérique ici, qui est responsable et qui explique la survie de cette souris. C'est bien le principe de la vaccination. Ensuite, on a découvert d'autres propriétés à cette vaccination, et c'est ce qu'on appelle la spécificité. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais donc injecter toujours l'anatoxine diphtérique, mais cette fois, on va changer de microbe de bacille, je passe au bacille tétanique. On reprend une souris, donc le vaccin, première injection anatoxine diphtérique, et la deuxième injection, le bacille tétanique. Donc suite à l'injection d'anatoxine, bien sûr, l'animal ne va pas mourir parce qu'elle est non pathogène, et là, au 6e jour, on lui injecte le tétanos. Et voilà, c'est la mort de la souris au bout du 10e jour. Alors, vous voyez bien que si on compare à l'expérience précédente, maintenant quelle est la variable? On a le paramètre constant et commun, c'est l'injection d'anatoxine diphtérique dans les 2 souris. Par contre, maintenant la variable, elle est là, dans le type de micro-organisme injecté. Dans l'expérience précédente, c'était le bacille diphtérique, et là, c'est le bacille tétanique. Et on voit que la souris meurt quand même, malgré ce vaccin. De là, on en déduit que, en fait, la mémoire immunitaire, elle est spécifique. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne
que en fonction de la première injection que vous avez faite à l'animal. Si la première fois on injecte de la toxine diphtérique, l'animal sera immunisé, protégé contre la toxine diphtérique. Maintenant, si vous injectez l'anatoxine diphtérique et que vous lui injectez par la suite une toxine tétanique, ça ne fonctionne pas. Donc cette propriété donc est capitale. Ça explique que quand vous regardez le calendrier de vaccination, eh bien, depuis notre enfance, on a fait un certain nombre de vaccins qui étaient tous différents, sauf parfois on a dû faire des rappels, on verra pourquoi, mais la plupart étaient tous différents parce qu'ils sont spécifiques. Maintenant, quel est ce qui se passe concrètement dans notre corps? Donc pour cela, on va mesurer dans le sang d'un animal la quantité d'anticorps antitétaniques. Donc on va procéder à 2 injections. Première injection, elle est fixée au jour 0, donc ça ce sera notre vaccin, donc une injection non pathogène. Et puis le jour de la deuxième injection, on va le choisir nous-mêmes. Donc là, je vais vous apprendre quelque chose. Si je tape par exemple 10, regardez ce qui va se passer. Eh bien, vous voyez que les anticorps qui ont été fabriqués suite à la première injection ont à peu près la même amplitude que suite à la seconde injection. La différence très visible, c'est la durée. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous allez, par exemple, voyager dans un pays où il y a une certaine maladie. Je vous prends un exemple concret. Parce que je me suis rendu en Afrique, dans la région de Madagascar. Là-bas, il sévissait, jusqu'à maintenant encore, une maladie qui s'appelle la fièvre jaune. Elle est due aux moustiques. Cette fièvre jaune est très dangereuse. On peut en mourir. Du coup, l'Institut Pasteur, quand j'ai appelé, ils m'ont dit, vous allez vous faire vacciner, mais surtout respectez 15 jours avant votre départ. Alors là, cette expérience, regardez, me montre que si je me fais vacciner au jour 0 et que je prends l'avion pour aller à Madagascar 10 jours plus tard, ben, au final, il n'y a pas de différence. Par contre, si je respecte la consigne que m'a donné le médecin de l'Institut Pasteur, regardez. Ah pardon, ça doit être un nombre pair, excusez-moi. Voilà. Donc 16, hein, c'est quasiment 15. Vous voyez, c'est impressionnant quand même. C'est-à-dire que là, la quantité d'anticorps qui a été fabriquée suite à la première injection est faible par rapport à la quantité produite lors de la seconde injection. Ça, c'est la première grosse différence. Et vous savez très bien que les anticorps sont des molécules fabriquées par les lymphocytes B et qui sont là pour neutraliser le virus ou n'importe quel micro-organisme ou la bactérie. Donc plus on a d'anticorps et mieux c'est. Donc vous voyez bien que si si je me fais pas vacciner et que je me rends à Madagascar et que je suis piqué par des moustiques, bah, cette faible quantité d'anticorps sera très certainement insuffisante pour me protéger contre le parasite de la fièvre jaune. Par contre, si je me fais vacciner et qu'ensuite, là, ce deuxième contact, c'est celui du microbe pathogène, mon corps réagit de manière très efficace et durable surtout. Donc, à partir de cette expérience, eh bien, on peut construire ce graphique. Donc, première injection, c'est le vaccin. Vous faites ce qu'on appelle une réponse primaire. Et cette réponse primaire, donc première, regardez, présente des caractéristiques particulières qu'on va tout de suite comparer. Voilà. Alors que suite au second contact, vous faites ce qu'on appelle une réponse secondaire. Alors, la réponse secondaire, qu'est-ce qu'elle a par rapport à la réponse primaire? Regardez ce qu'on appelle le temps de réaction. Là, il faut une bonne semaine avant que les anticorps apparaissent. Alors que, suite au deuxième contact, c'est quasi immédiat. L'apparition des anticorps se fait quasi instantanément. Donc on parle de temps de réaction plus rapide. Deuxième avantage, lors de la réponse secondaire, la quantité d'anticorps. On l'a vu précédemment. Là, on a une quantité relativement faible et là, relativement importante. Donc c'est mieux pour nous. Et troisième caractéristique de la réponse secondaire, c'est sa durée. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour que les anticorps apparaissent et disparaissent. Là, on est sur quelques semaines et là, on est sur plusieurs mois. Donc, on est dans une réponse durable. Voilà les trois caractéristiques. Maintenant, comment ça se fait que la réponse secondaire présente ces trois avantages? Eh bien, on a découvert que parce que
Lorsque vous vous faites vacciner, votre corps va fabriquer, c'est la ligne bleue, ce qu'on appelle des lymphocytes mémoire, qui sont les supports de la mémoire immunitaire. Ça veut donc dire que avant, il n'y en avait pas de ces lymphocytes mémoire, avant le premier contact. Ils apparaissent seulement après le premier contact. Et ce sont ces lymphocytes mémoire, regardez, qui sont responsables lors du deuxième contact de cette réponse secondaire qui présente donc ces caractéristiques de rapidité, d'importance et de durée plus longue. Donc, si je reviens au cours, eh bien, ça se traduit, donc, vous reconnaissez le graphique que nous venons d'étudier, ça se traduit par donc ce tableau-là qui compare les deux réponses, primaire et secondaire. Donc, la secondaire plus rapide que la primaire qui est lente, plus importante et plus longue. Ça veut donc dire que vous serez ainsi mieux protégé si vous vous êtes vacciné. Donc, dans le cours que je vous ai mis dans le lien, on y trouve ici ce que je viens de vous dire. Donc, ce que c'est qu'un vaccin, qu'est-ce qu'il contient, micro-organismes atténués, et que votre corps, grâce à cette vaccination, réagit en produisant des lymphocytes mémoire qui seront à l'origine de la réponse secondaire, qui elle donc est plus efficace. On y voit aussi dans le cours la composition de certains vaccins, de ceux qu'on connaît, certains sont obligatoires, d'autres sont facultatifs, mais on y voit des bactéries atténuées ou inactivées, parfois des anatoxines. Et puis on y voit donc dans le bilan ce qui se passe concrètement dans notre corps. Donc à chaque fois que vous êtes vacciné, ou lors d'un premier contact avec le microbe, les lymphocytes, qu'ils soient B ou T, réagissent face à un antigène pour se multiplier, produire des anticorps et faire la réponse primaire. Et la nouveauté, c'est ça, c'est cette fabrication de lymphocytes mémoire. Et ce sont ces lymphocytes mémoire lors du second contact, regardez, qui vont réagir de manière plus efficace. Là, j'ai quasiment 3 fois plus de lymphocytes lors de la réponse secondaire que lors de la réponse primaire. Donc j'ai aussi beaucoup plus d'anticorps lors de la réponse secondaire que lors de la réponse primaire. Donc avec plus d'anticorps fabriqués pendant plus longtemps et de manière plus rapide, c'est clair que la réponse sera plus efficace pour pouvoir neutraliser le micro-organisme qui nous aura contaminé. Voilà, donc je vous ai mis aussi des exercices à faire en évaluation rédactionnelle pour pouvoir vérifier si vous avez compris et acquis ce que j'attendais de vous. Vous pouvez voir cette vidéo en boucle plusieurs fois jusqu'à la comprendre. Vous avez des liens sur des vidéos, l'histoire donc de Pasteur, de Jenner et des animations pour pouvoir vous approprier cette leçon. Voilà, je vous souhaite bon courage et merci de votre attention. Au revoir.